Il est 13h ce samedi 17 août 2024. Madame, monsieur, bonjour. Le sommaire de ce journal. Une visite de chantier. Le Premier ministre inspecte les travaux de la cité de formation professionnelle d'Ebimpe. Le niveau d'avancement est évalué à 93%. Évolution satisfaisante pour Robert Begré-Mambé, dont le gouvernement est engagé à mettre à disposition des Ivoiriens des infrastructures académiques de qualité. Le renforcement de la sécurité sur le territoire. La région du Bounkani ouvre une nouvelle brigade de gendarmerie, un poste de sécurité installé dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous parlerons également de la résurgence du virus de la variole du singe. Le haut niveau d'alerte mondiale déclenché par l'OMS cette semaine, des cas enregistrés en Suède et au Pakistan. Les pays de l'Union européenne sont enjoints de renforcer leur capacité de surveillance épidémique. Bienvenue à tous. Direction la sortie est d'Abidjan où s'érige en ce moment la cité de formation professionnelle d'Ebimpe, l'un des 7 établissements de formation professionnelle prévus ouvrir prochainement en Côte d'Ivoire. Le taux d'avancement des travaux est estimé à 93%. Le chantier présente déjà un niveau qualitatif satisfaisant. C'est le constat du Premier ministre Robert Begré-Mambé en visite donc sur ce chantier. Le rapport de Franck Quadio. Voici le lycée professionnel et technique d'Ebimpe. Des bâtiments pratiquement opérationnels et bientôt disponibles. Présent sur 20,64 hectares, dont 10 hectares bâtis, ce lycée va accueillir quelques 2000 apprenants dans les filières mécanique générale, imprimerie ou encore industrie agroalimentaire, soit 9 filières. Le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, en compagnie du maître d'ouvrage, le ministre de l'enseignement technique Kofi N'Guessan, est venu s'imprégner de l'avancée des travaux. Il y a des machines-outils pour la mécanique, des stands de formation pour les véhicules, des stands de formation pour l'agro-industrie, de sorte à ce que la connexion entre tous ces instruments soit un bonus pour la Côte d'Ivoire. C'est ça l'essence de l'enseignement technique. Et c'est pourquoi le président a demandé au ministre de se battre pour nous offrir le meilleur possible en matière de formation technique. Ce sont au total 7 infrastructures du même type en construction sur l'étendue du territoire. C'est un vaste programme de modernisation de l'offre didactique en formation professionnelle, une réponse à la problématique de l'inadéquation formation-emploi. Il y a Ebimpe, il y a Yamsokro, il y a Diabo, il y a Kong, il y a Korogo et Belema. Alors, ce sont des potentialités qu'on offre à tous les jeunes. Je voudrais résumer en disant que l'enseignement technique doit permettre aux jeunes de s'exprimer et de faire parler leur génie pour le bien de tous. Donc, le président veut former des jeunes pour leur permettre d'avoir d'abord du solide au plan social, mais surtout de tirer le pays vers le haut. Voici le sens de cette visite. Pour ce qui concerne le lycée professionnel d'Ebimpe, les assurances sont données pour fin 2024. Le projet, dans sa globalité, est estimé à plus de 146 milliards de francs CFA. Et voilà, des infrastructures de qualité pour un enseignement d'excellence dans le pays. Voilà une valeur promue par l'État de Côte d'Ivoire et pour laquelle sont mis en valeur des personnalités à travers le prix national d'excellence des champions nationaux, au nombre desquels 2 passionnés du cacao, 2 jeunes Ivoiriens qui valorisent la première richesse de nos terres. Du cacao, ils sortent des produits qui ont conquis le monde. Nous vous invitons à les découvrir à travers ce reportage commenté par Jean-Marc Djadji. Dans les salons feutrés de cette boutique d'Abidjan, il plane comme un air de cacao. À l'image de ces boîtes à l'intérieur desquelles se dévoilent des créations originales. Une biscuiterie fine créée en 2021 par Awa Touré, créatrice gastronomique. Lorsque j'ai débuté la collection des rails sablés, c'était super important pour moi d'inclure le cacao de Côte d'Ivoire parce que je voulais montrer que la Côte d'Ivoire est bien plus que des producteurs. Nous pouvons transformer et en plus de ça, nous pouvons faire des produits d'excellence à base des produits que nous produisons. Ce qui d'ailleurs lui a permis d'être repérée par une célèbre académie française et ainsi devenir l'une des ambassadrices du savoir-faire chocolatier ivoirien.
Je suis la première et plus jeune ressortissante de l'Afrique de l'Ouest et aussi femme à intégrer la prestigieuse et élitaire Académie culinaire de France, qui est une académie qui ne sélectionne que la crème de la crème des meilleurs pâtissiers, cuisiniers et producteurs dans les métiers de bouche de luxe international. Du chocolat revisité dans l'arrière-boutique où Awa Touré réalise ce jour-là des biscuits enrobés de chocolat blanc. Donc là, c'est que du chocolat 100% mais d'une Côte d'Ivoire, le plus cher et le meilleur. Mais sa palette est large car son cacao, elle l'infuse aussi en thé. Le but, donner à déguster l'authenticité du cacao local, très prisé dans le monde, sous différentes formes. Nous pensons nous vendre à l'international, mais de la meilleure des manières. Et c'est pour ça que nous avons entamé depuis aujourd'hui 2 ans et demi notre formation pour la certification ISO. La quête de l'excellence dans la transformation du cacao ivoirien, un enjeu pour les artisans locaux et le gouvernement ivoirien qui entendent bâtir une réelle industrie afin de créer de la valeur ajoutée à l'exportation. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, ne transforme que 33% de sa production, mais envisage atteindre 100% d'ici 2030. Pour cette campagne 2023-2024, le pays espère produire 1 750 000 tonnes de cacao. Une partie sera transformée dans des usines comme celle-ci où arrivent en période de campagne des tonnes de matières premières. Voilà ça là. François. Bon, c'est nouveau cacao. Des fèves qui sont contrôlées de leur entrée à l'usine. Ce que vérifient ici Diakité Fousseni et ses collaborateurs, c'est leur niveau de séchage, car elle doit être débarrassée de toute l'humidité pour être admise, mais pas que. Quand tu regardes la masse, tu vas voir qu'il y a certaines impuretés dedans. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire met beaucoup l'accent sur l'origine ivoire du cacao. C'est-à-dire que le cacao de Côte d'Ivoire doit être de très bonne qualité. Donc il faut faire passer ça à l'usine pour nettoyer ça très bien, enlever tout ce qui est impureté, afin de reconditionner dans les sacs export pour l'exportation. L'entreprise que pilote Diakité Fousseni travaille avec 1500 producteurs et 40 coopératives. Mais une bonne partie de leur production présente des défauts et n'est donc pas éligible à l'exportation. Et c'est là que l'entreprise entre en scène en transformant ses fèves rejetées en argent. Notre particularité, c'est qu'on ne jette rien. Nous, on utilise tout. Voilà, UNTS-CCCI, ça c'est la coopérative qui exporte les fèves de cacao après le traitement. Et la société Diakité Cocoa Product transforme les dérivés de cacao en produits semi-finis. Des fèves qui suivent un autre circuit et qui sont collectées dans ces sacs. Un cacao vient qui n'est pas humide. Il rentre dans ce qu'on appelle le four pour être séché à un certain nombre de degrés. Et il y a des fèves qui s'éclatent dans le four. Voilà, ça donne des brisures de cacao. D'abord, il y a la brisure de cacao, puis il y a la petite fève de cacao. Des fèves minuscules, voilà, qui n'interviennent pas dans l'exploitation, qu'on retire aussi. Ces brisures de cacao sont ensuite passées au torréfacteur qui en libère l'arôme. Puis ces grains de cacao sont broyés pour obtenir cette épaisse pâte appelée masse de cacao, stockée dans une grande salle après un passage en chambre froide. Généralement, la masse, c'est la matière première du chocolat, généralement. En l'état, cette masse, déjà commercialisable, peut encore être transformée. Pressée ici dans ces machines pour en extraire de l'huile de cacao, plus communément appelée beurre de cacao. Pour la masse de cacao, nous sommes à 2000 tonnes de produits transformés par an. Et pour le beurre, nous sommes autour de 1500 tonnes de produits transformés par an. C'est utilisé aussi par des sociétés de cosmétiques ici en Côte d'Ivoire et aussi à l'extérieur, à l'international. C'est un domaine qui est rentable dans la mesure où il y a ce qu'on appelle, nous on fait des éléments ajoutés sur le produit. Par exemple, les déchets de cacao qui se jetaient auparavant sont aujourd'hui transformés en produits semi-finis comme la masse, le beurre. L'entreprise, deuxième prix d'excellence de la meilleure initiative en matière de valorisation des productions végétales en 2023, entend répondre ainsi au message de l'incitation à la transformation lancée par l'État. S'investir
dans toute la chaîne de valeur pour créer sur le plan local une économie d'échelle qui permettrait à l'État de Côte d'Ivoire de mieux valoriser son cacao et en tirer plus grand profit. Une ambition clairement affichée par le gouvernement ivoirien décidé à multiplier ses usines de transformation. Et voilà des jeunes Ivoiriens qui s'investissent pour l'excellence Made in Côte d'Ivoire. Et tout comme l'excellence, la sécurité est un pilier de la qualité d'une nation. Le gouvernement ivoirien ratisse large pour la sécurisation du territoire avec de nouveaux postes de sécurité qui sont ouverts dans la région du Bunkani qui accueille une nouvelle brigade de gendarmerie. C'est aussi un instrument de prévention de risques terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire. Siekwasi et Didier Nguessa. La nouvelle brigade est logée dans l'enceinte de la caserne de la gendarmerie nationale de Téini. Elle est équipée de matériel informatique de pointe et dotée d'un véhicule de type 4x4 et de moto. Je suis d'une part satisfait et d'autre part j'ai l'impression que pour moi la mission a été remplie et que les objectifs ont été atteints et que la région du Bunkani dispose désormais d'atouts supplémentaires pour assurer au quotidien cette mission de sécurisation de la région. Autre infrastructure socio-sécuritaire inaugurée, ce bâtiment réhabilité est équipé pour les activités de cohésion sociale de la cellule civilo-militaire de Téini. L'objectif reste le même, rendre les populations davantage résilientes face à l'extrémisme violent. Désormais, les populations du département de Téini voient leur sécurité renforcée. Nous sommes soulagés parce que, en fait, la sécurité, aujourd'hui, on peut quitter ici pour aller jusqu'à Bondoukou sans problème, sans crainte. On a des autorités de l'armée qui sont là, qui sillonnent la zone à tout moment. Mon souhait, c'est que la population puisse collaborer avec ces personnes-là pour qu'au moins tout le monde soit en paix dans notre région. La brigade de gendarmerie de Téini devient la deuxième infrastructure sécuritaire réalisée depuis janvier 2024 au profit de la lutte contre le terrorisme dans le nord après la caserne de gendarmerie de Bouna. Les travaux sont entièrement financés par l'Union européenne. Intéressons-nous à présent au secteur des impôts où les agents sont invités à cultiver la loyauté et l'engagement pour garantir le succès des réformes en cours au sein de la corporation et également dans le pays. C'est le cheval de bataille du nouveau président de la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts. Il souhaite mettre plus d'accent sur la nécessité de pourvoir aux postes vacants et aussi de régulariser la situation des agents. Le détail avec Dangui Dangui. Jasmin, administrateur principal des services financiers, est le nouveau président de la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts, FESI-DGI, pour un mandat de 3 mois en remplacement du général Zéréier en fin de mandat. La passation de charge a eu lieu ce vendredi dans les locaux de ce syndicat dans la commune de Cocody. S'en est suivi une conférence de presse au cours de laquelle le nouveau président de la Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts, FESI-DGI, a décliné sa vision. Je me ferai un point d'honneur à suivre le travail des commissions afin d'atteindre l'objectif que nos camarades nous ont assigné. Aussi, les organes officiels de la Fédération seront réactivés et renforcés pour donner plus de visibilité à notre lutte. Enfin, j'invite nos militants à la sérénité, au calme et à la loyauté pour une victoire certaine. La Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts, FESI-DGI, estime qu'à l'issue du préavis de grève qu'elle a lancé il y a quelques semaines, de nombreux acquis ont été enregistrés. Les portes de dialogue avec les autorités sont ouvertes à tel point qu'une grève ne se justifie plus. Du moins, c'est pour le moment. Et au niveau du développement local, le district autonome de la vallée du Bandama a de grandes ambitions. Un processus qui s'enclenche par la formation des acteurs de la gestion de ce district. Ils sont ainsi instruits sur la démarche de mobilisation des ressources d'une structure, un renforcement de capacité dans l'optique de leur permettre d'apporter leur appui et expertise à leur district. William Skakou et Soro Corona. La question de la mobilisation des ressources au centre d'un atelier de formation. Cette rencontre d'échange destinée aux conseillers du district autonome de la vallée du Bandama vise à identifier les secteurs d'activité à fort potentiel
à favoriser la création de richesses et à dynamiser les atouts du district. C'est très important pour nous parce que le district a vraiment une grande richesse, je veux dire, au niveau humain, en ressources humaines. Et nous savons même que la région dispose de beaucoup de richesses, mais c'est épars. Il faut rassembler, il faut identifier, et puis il faut sensibiliser les populations qui y vivent pour que la création de richesses soit effective et profitable à tous. Donc on va planifier à court, moyen et long terme comment faire pour encadrer tous les acteurs du domaine pour qu'ils soient effectivement des acteurs porteurs de richesses. Parce que chaque entité doit être capable effectivement de contribuer au développement. À travers ces séminaires, le ministre-gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kouassi, souhaite faire de son institution un pôle national de développement. L'argent que l'État ne mobilise ne peut pas suffire et qu'il faut aller chercher auprès des partenaires au développement et des investisseurs privés de l'argent pour développer davantage nos districts. Cet argent-là, on ira le chercher si on sait quels sont nos atouts, quelles sont nos potentialités, quelles sont nos opportunités en termes d'investissement. C'est cela que nous allons proposer aux investisseurs pour qu'ils viennent. Pendant 2 jours, les auditeurs sont instruits sur plusieurs notions, notamment le rappel des missions et des domaines de compétences du district autonome, le processus de planification de la mobilisation des ressources et le diagnostic des opportunités de financement. Voilà, un district qui bouge les lignes. Un centre d'écoute et d'accompagnement thérapeutique a aussi été ouvert dans ce district et inauguré cette semaine dans la ville de Bouaké. Précisément, un espace spécial d'assistance psychologique pour des personnes en détresse émotionnelle. Boubacar Silla et Kader Sogodogo. La santé mentale des populations, une préoccupation pour le district autonome de la vallée du Bandama. Un centre d'écoute et d'accompagnement thérapeutique à son initiative est ouvert à Bouaké. Cette cellule d'écoute pour prévenir les conséquences de la santé mentale s'adresse à toute personne en situation anxiogène. Toutes sortes de souffrances qui vous fatiguent, toute situation qui charge vos cœurs ou vos têtes, ce centre est là pour vous aider à retrouver la lucidité. Une initiative saluée par les populations du district autonome de la vallée du Bandama, avec à leur tête les guides religieux. Et je suis très heureux, d'autant plus que ce centre rejoint notre apostolat. Ce centre propose, avec une formation beaucoup plus poussée, des personnes ressources pour écouter et aider les gens à aller à la racine du mal pour guérir. Selon le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, cette initiative constitue un pilier de la politique de santé mentale et vise à accompagner les personnes en détresse dans un parcours thérapeutique en leur offrant des services de qualité accessibles gratuitement à tous. J'ai proposé à mon conseil de créer, avec l'appui de l'UNICEF, un centre d'écoute et d'accompagnement psychologique des populations, vu la souffrance qu'on pouvait lire même sur les visages. Ce centre va écouter les personnes qui le souhaitent pour leur bien-être psychologique et leur bien-être social tout court. La coupure symbolique du ruban, suivie d'une visite guidée des locaux du centre, si au feu de la Madone au quartier Ngatakro, a mis fin à la cérémonie. Voilà, objectif bien-être social. C'est aussi l'ambition derrière les actions de la Fondation Albiine qui milite en faveur des personnes atteintes d'albinisme. Voyons l'une de leurs œuvres sociales, une remise de lunettes solaires. Ange Parfait Awa, Amidi Arasuba et Husser Blé. Œuvre pour l'insertion professionnelle et le bien-être des personnes atteintes d'albinisme. Telle est la vision de l'ONG Terre Enfant. Elles reçoivent des lunettes solaires. Une initiative de l'ONG Terre Enfant en collaboration avec l'association Lions International. J'ai eu le sentiment de joie. Il a dit vraiment merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Parce que les verres, ça nous protège beaucoup du soleil. Le soleil est le premier ennemi des albinos. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est une joie pour nous. Apporter des lunettes
solaire, c'est un plus parce que nous sommes dans un pays tempéré. On reçoit beaucoup de rayons du soleil et ils viennent nous soulager un tant soit peu avec ces lunettes solaires-là. On ne peut que leur dire merci. À travers cette action, Olivier Inanusa, cofondatrice de cette ONG, entend protéger cette frange de la société, parfois marginalisée. Notre cause ici envers les albinos, en fait, c'est pour venir les aider à fournir des crèmes solaires et puis des lunettes de soleil. Donc, on tient cette cause-là à cœur. On va venir plus souvent. Et puis, en ce moment, on est en train de travailler fort sur le produit des crèmes solaires. L'ONG Terre Enfant a vu le jour à Montréal. Elle compte distribuer des crèmes solaires aux personnes atteintes d'albinisme en décembre prochain, en vue de les protéger contre les rayons solaires. Autre action sociale qui encourage à l'entrepreneuriat, il s'agit du concours Impact Jeunes. Il récompense des projets innovants, variés, des projets portés par des jeunes Ivoiriens. Découvrons les lauréats dans ce reportage de Yves Niazalé, Khalil Diomandé et Franck Kofi. Sur 2005 candidats, ils sont parvenus à tirer leur épingle du jeu grâce à la pertinence de leur projet. Les 6 lauréats de l'édition 2024 du concours Impact Jeunes sont primés. Avec eux, 18 délégués et membres du CNJCI, Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, récompensés pour leur sens du dévouement. C'est vraiment une grande joie et une récompense pour tout le travail acharné que moi et mon équipe nous abattons, particulièrement dans le secteur du leadership depuis 2019. Nous allons encore repartir sur le terrain parce que c'est là-bas que les populations se trouvent, c'est là-bas qu'elles ont besoin de l'information pour contribuer à la paix et à la cohésion sociale de la Côte d'Ivoire. Ce programme, initié en 2022 par le CNJCI et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, a pour vocation de booster les projets portés par les jeunes dans divers domaines. Vous savez, la jeunesse, c'est-à-dire les moins de 35 ans en Côte d'Ivoire, sont 75,3% de notre population. Et cette frange de la population qui est très importante est aujourd'hui un levier sur lequel les pouvoirs publics doivent pouvoir s'appuyer. Au nom de Monsieur le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, je me réjouis de cette cérémonie qui est avant tout une célébration de l'excellence. On a des jeunes conscients aujourd'hui qui s'engagent, qui montrent autre chose, qui sont sur tous les fronts. Les lauréats du concours Impact Jeunes 2024 sont répartis chacun avec une enveloppe d'1 million de francs CFA. La promotion des personnes en situation de handicap, l'agriculture, le leadership et l'engagement communautaire sont entre autres les thématiques autour desquelles les lauréats ont élaboré leurs différents projets. Découvrons à présent les nouvelles couleurs apportées à Daloa, la 4e ville de la Côte d'Ivoire la plus peuplée, qui connaît un développement infrastructurel fulgurant qui impulse le développement et le bien-être social. On en parle avec Éric Corré. Nous sommes à l'entrée de la ville de Daloa, venant d'Abidjan, avec une nouvelle autoroute 2 fois 2 voies qui donne fière allure à la ville. Cette nouvelle autoroute permet de renforcer la sécurité des usagers. La route est très belle, praticable. Ça facilite la circulation de la population normalement. Désormais, toutes les voies d'accès à Daloa sont soit en travaux ou même bitumées. La piste qui reliait autrefois Daloa à la sous-préfecture de Bediala est devenue un trajet moderne pour le grand bonheur des populations. Je suis quitté à Bediala. La route est bonne. Je félicite le président Alassane. Daloa se transforme. Cette transformation est à mettre à l'actif du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. Comme le témoigne ici Stéphane Gbeli, premier magistrat de cette commune. Tout le mérite revient au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Il nous a montré le chemin. Tout de suite, la balle étant de notre camp, nous avons entrepris, avec l'équipe municipale et le conseil municipal que j'ai l'insigne honneur de diriger, des grands projets. Mais l'appui qu'on reçoit sur la base du lobbying permanent qui est fait par le ministre Touré nous est donc favorable. Aujourd'hui, nous avons un manager hors pair qui en 8 mois arrive à nous soulager, à nous satisfaire. Donc on ne peut prier le Seigneur que tout aille de la sorte. Après la léthargie, Daloa se réveille et renaît de ses cendres. Devenu département en 1960 et chef-lieu de région en 1991, la ville de Daloa a connu des hauts et des bas avant d'atteindre aujourd'hui cette ascension fulgurante. La santé et l'éducation se rapprochent des populations les plus reculées. Au quartier Orly, le centre de santé Dominique Ouattara offre un service de qualité aux populations vulnérables à moindre coût.
Concernant les enfants de 0 à 5 ans, le traitement du paludisme est gratuit. On ne paie pas de consultation. Mais les enfants supérieurs à 5 ans et plus, on paie une consultation de 200 francs. Personnellement, j'habite le quartier, j'habite juste derrière. Et c'est ici, il me fait soigner mes enfants et moi. Cette école primaire publique EPP Abattoir Sud 2 va ouvrir cette année ses portes pour soulager les habitants du quartier. D'autres domaines que sont la sécurité, l'emploi des jeunes, l'accès à l'électricité et à l'eau fonctionnent bien. Des travaux sont en cours pour améliorer leur performance. À présent, une séance d'information et de consultation publique riveraine sur de nouvelles infrastructures routières, précisément sur les travaux d'aménagement de la section 3 de l'autoroute périphérique d'Abidjan. Il s'agit de la Y4. C'est une initiative, une consultation initiée donc par l'AGEROUTE pour les populations afin de les informer sur l'impact de ces travaux sur le développement local. On en sait plus dans ce développement de Olivier Kra et Jean-Marc Djadji. Appuyer le développement urbain durable à travers le projet d'appui à la compétitivité du Grand Abidjan. Une séance de formation est initiée pour remobiliser les populations et élus locaux de Dabou sur l'impact significatif du projet. C'est un projet de construction d'une autoroute en 2x2 voies d'une longueur de 15 km. Et aujourd'hui, la séance d'information a été organisée dans le but d'informer les populations sur les impacts qu'aura ce projet, afin de pouvoir résoudre tous les besoins dans la zone, des problèmes de mobilité. Aujourd'hui, on est obligé de prendre en compte l'aspiration de la population, la participation de toutes les parties prenantes dans le montage, dans la préparation, dans la mise en œuvre et dans l'élaboration de tous nos documents, de toutes nos études. Il fallait donc faire en sorte que ces populations-là soient informées, sensibilisées sur d'abord la consistance des projets, mais aussi les impacts positifs et négatifs du projet. Ce projet, sous la responsabilité d'une entreprise chinoise, aura pour finalité de contribuer à la fluidité et améliorer le fonctionnement du réseau routier du district autonome d'Abidjan, une opportunité d'emploi pour la jeunesse. Responsabilité et participation des populations. La jeunesse de Touy, un village de la sous-préfecture de Gabiadji dans le département de San Pedro, a un nouveau président, un nouveau représentant qui place son mandat sous le signe de la cohésion et de l'union. Patricia Omouetia nous en dit plus. Le nouveau président du Conseil national de la jeunesse de San Pedro s'engage à réunir toute la jeunesse autour d'un idéal commun, le travail. Pour Kramarus, le développement du village passe par la cohésion. Dans toute chose, on doit tous s'entendre dans ça. Parce que sans la cohésion, il n'y a pas de développement. Maintenant, si nous voulons le développement, c'est que c'est la cohésion. Et c'est là, tout va partir. Et j'espère que cette jeunesse que je connais, soit mes frères, on a beaucoup vécu ensemble, on va aller vers le progrès. C'est que ça veut dire qu'il aura la cohésion. Le délégué régional du Conseil national de la jeunesse de San Pedro exhorte les jeunes à accompagner le président investi dans sa mission. Cette investiture, ça renforce encore plus la cohésion sociale, mais au fur et à mesure, pour les divergences qui vont se retrouver ici, nous allons commencer à les résoudre pour que les jeunes de Touy soient un autour d'un seul président, pour que la cohésion sociale puisse régner. Pour le parrain Arnaud Begré, c'est un nouveau contrat social. Le maire de Méagui, Yepi Senghor, a prodigué des conseils au nouveau président et à toute la jeunesse de Méagui. Un événement culturel autour de la culture bron, l'Adaye Kessié Festival. L'événement est à sa 9e édition. L'objectif donc est de promouvoir et conserver les us et coutumes de ce peuple. On le découvre dans ce reportage de Mariam Sangaré, Godefroy Okambawa. Le peuple bron célèbre sa culture à travers l'Adaye Kessié Festival, une rencontre culturelle du royaume bron qui marque l'unité de ce peuple. Pour le commissaire général de ce festival, l'Adaye Kessié s'inscrit dans la vision de promouvoir la cohésion sociale entre les peuples. Si on veut sortir de la Côte d'Ivoire, il faut passer par les frontières. Il faut rentrer dans la Côte d'Ivoire, il faut passer par les frontières. Mais nous disons, nous en tant qu'Ivoiriens, nous devons aimer notre pays par notre culture. Pour qu'il y ait la paix, nous devons d'abord cultiver le culturel. Donc ce que nous voulons démontrer avec les autres peuples,
si nous nous soudons, si nous accordons vraiment notre culture, je crois qu'il n'y aura pas de palabre entre les pays transfrontaliers. Avec pour thème peuple transfrontalier, les valeurs traditionnelles en partage. Ce festival se tiendra à Tabaï, dans le département de Bandoukou. Festival pour la cohésion sociale entre les peuples hors de nos frontières. L'Organisation mondiale de la santé a déclenché, on le rappelle, cette semaine son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox, la variole du singe. Cela est dû aussi à la forte augmentation des cas liés à cette épidémie en Afrique centrale. L'inquiétude et les interrogations continuent également de monter dans le monde avec des premiers cas hors d'Afrique détectés cette semaine en Suède et au Pakistan. Et le Centre européen de prévention, de contrôle des maladies tire aussi la sonnette d'alarme. L'agence de l'Union européenne enjoint les pays de l'UE et de l'espace économique européen à se préparer à renforcer leur capacité de surveillance épidémique et à faire plus de tests en laboratoire et à pouvoir réaliser efficacement des enquêtes épidémiologiques ainsi qu'un traçage des personnes contacts. Voilà qui met un terme à cette édition d'information que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis et excellent week-end sur RTI1.